Nous savons que le gouvernement est un coût social. Pour fournir des biens et services non marchands à la société, routes, sécurité, administration, le gouvernement dépense énormément. Pour financer ces dépenses, le gouvernement le fait essentiellement en collectant l'impôt. Il peut aussi avoir recours à l'emprunt s'il est à court d'argent. Cependant, le gouvernement peut avoir recours à l'émission monétaire. Quand le gouvernement se finance en faisant tourner la planche à billets, nous parlons de seigneuriage, un terme qui a pour racine le mot seigneur qui avait le monopole de l'émission monétaire à l'instar de la Banque centrale de nos jours, puisque cette dernière détient un monopole réglementaire de l'émission monétaire sur un territoire donné. Donc, si l'État fait tourner la planche à billets, alors la théorie quantitative de la monnaie exposée précédemment prédit une hausse généralisée des prix. L'inflation qui est générée par la planche à billets peut être assimilée à une taxe. Elle est appelée d'ailleurs taxe inflationniste. C'est vrai que cette taxe n'est pas apparente puisqu'il n'y a aucune déclaration fiscale à faire ni impôt à payer. Toutefois, il faut toujours garder en tête que rien n'est gratuit. S'il faut financer le gouvernement, il faut que quelqu'un paie. Et dans le cas du seigneuriage, c'est tous les détenteurs de dinars qui vont le faire. Pour l'expliquer, prenons l'exemple d'un salarié qui perçoit 44 000 dinars par mois. Si une boîte de lait coûte 100 dinars, alors son salaire représente un pouvoir d'achat de 440 boîtes de lait. Si l'État est à court d'argent, il peut décider d'augmenter les impôts de 10%. Ainsi, ce salarié perdra 10% de son salaire et à la fin du mois, sa fiche de paie indiquera 40 000 dinars de salaire. Les 4 000 dinars collectés serviront à financer le gouvernement. Si une boîte de lait coûte 100 dinars, alors son nouveau pouvoir d'achat est de 400 boîtes de lait. Il y a une perte de pouvoir d'achat de 40 boîtes de lait qui serviront à nourrir le gouvernement. Par contre, si l'État recourt à une émission monétaire qui engendre 10% d'inflation, alors la fiche de paie de notre cher salarié ne changera pas. Il percevra toujours 44 000 dinars. Mais étant donné que les prix en moyenne ont augmenté de 10%, alors le pouvoir d'achat du salarié se verra amputé de 10% aussi. Avec l'inflation, la boîte de lait coûte dorénavant 110 dinars et même si le salaire nominal n'a pas changé, le pouvoir d'achat de notre salarié a baissé puisque son salaire en pouvoir d'achat ne représente à présent que 400 boîtes de lait. Il y a une perte de pouvoir d'achat de 40 boîtes de lait et ces boîtes de lait vont servir certainement à abreuvoir le gouvernement. Finalement, impôts et seigneuriage ont exactement le même impact. La différence est seulement dans la forme. La conséquence que cela soit un impôt ou une taxe inflationniste est identique. Toutefois, l'inflation est encore plus efficace que l'impôt. L'inflation n'impose pas seulement les revenus futurs, mais aussi les revenus passés non consommés. Si notre cher salarié avait une petite épargne de supposons 200 000 dinars, alors le gouvernement aura pris 10% de cette épargne puisque le pouvoir d'achat de cette dernière s'est vu érodé par l'inflation. Et ceci est valable pour tous les avoirs en dinars de tous les agents économiques. De plus, l'inflation ne nécessite ni agent du fisc, ni déclaration et prélève de l'argent à toute la population. Elle n'en épargne aucun. Alors que dans le cas de l'impôt, l'effet est non rétroactif et un bon nombre d'agents économiques, surtout les plus riches, échappent à son mécanisme par les procédés d'évasion fiscale. Afin d'illustrer mes propos, selon les déclarations de notre actuel Premier ministre, Ahmed Bouyahia, lors de son intervention devant l'Assemblée, durant le mois de septembre 2017, il aurait déclaré ma cache de flous. كاش الفلوس الله غالب انا مرينا بمرحله تاع جحيم كي قلت لكم كنا قادرين شهر نوفمبر ما خلصش الخدامين. En d'autres termes, le gouvernement est sans le sou. Il nous informe que les caisses de l'État sont vides, 50 milliards de dinars en août, 360 milliards début septembre, puisque le gouvernement a besoin de 200 milliards de dinars par mois pour fonctionner. Un argent qu'il n'a pas puisqu'il faudrait 800 milliards de dinars pour terminer l'année. 31 août 2017 الخزينه العموميه كان فيها 50 مليار دينار لا اكثر. 14 سبتمبر باردون كان فيها 360 مليار دينار تدخل شويه تاع الضريبه، لكن البلاد تحتاج 200 مليار دينار على الاقل باش تمشي شهر. Pour ne pas avoir recours au FMI, selon ses dires, donc à l'endettement, la Banque centrale va émettre des billets. نحمد ربي اللي مازلنا واقفين. نحمد ربي جبنا لكم حل باش نكملوا نمشوا لقدام السياد.
لا كون سلفنا وجبنا لكم لا فامي يقول لك نحي عليها. Toutefois, qui va payer? Ben, comme expliqué précédemment, la taxe inflationniste va être prélevée sur tous les détenteurs de dinars. Au final, nous venons de voir que le seigneuriage peut être assimilé à une taxe qui n'épargne personne. Quand le gouvernement n'a plus de ressources, il peut avoir recours à ce mode de financement non conventionnel, qui est peu coûteux et radical. Le problème monétaire est tout d'abord un problème budgétaire. L'accumulation de déficits publics est à l'origine de ces problèmes. Le tableau suivant nous présente la situation budgétaire de l'Algérie pour la période allant de 2011 à 2015. Nous remarquons que le gouvernement a accumulé des déficits budgétaires importants, atteignant 2553 milliards de dinars fin 2015. Donc le fonds de régulation des recettes était généreusement doté avec les excédents liés aux hydrocarbures, quand le cours du baril de pétrole était élevé. Il permettait d'absorber les déficits publics. Mais la situation a changé à partir de juin 2014 quand le cours du pétrole a commencé à baisser. D'après l'APS, le FRR qui s'élevait à 4408,5 milliards de dinars fin 2014 a baissé de 120% pour atteindre 2072,5 milliards fin 2015. Nous remarquons assez bien que le FRR ne permet pas de couvrir le déficit budgétaire de fin 2015. La seule solution soutenable pour éviter des dérives inflationnistes est d'équilibrer les dépenses publiques. En théorie, le gouvernement doit augmenter de taille pour accompagner la croissance de l'activité économique. Mais dans une situation de récession, il est obligé de réduire sa taille en serrant la ceinture. En langage plus savant, nous parlons de politique d'austérité. Puisque les recettes fiscales n'arrivent plus à le financer, cela veut dire tout simplement que le gouvernement est surdimensionné. Ainsi, pour faire face à la baisse des recettes fiscales, la seule solution pour éviter l'inflation est la discipline budgétaire. Hélas, comme nous le montre le tableau, cela n'a pas été le cas pour les années 2011 à 2015, où le gouvernement a enregistré 5 déficits successifs. Une sobriété budgétaire est dorénavant de mise. Aussi, il ne faut pas oublier que l'un des principaux axes de la politique économique est la stabilité des prix, mission qui revient de facto à la Banque centrale puisqu'elle a pour charge de gérer l'offre de monnaie. Donc, il est d'une importance majeure à ce que cette institution soit indépendante, afin qu'elle puisse mener sa mission à bien et éviter de tomber dans le cercle vicieux de l'inflation. D'ailleurs, vous remarquerez que ce n'est pas le gouverneur de la Banque d'Algérie qui a fait l'annonce, mais bien le Premier ministre. Preuve que la Banque d'Algérie n'est pas si indépendante. Ce n'est pas un hasard que l'État ait nationalisé les banques centrales. En effet, les banques centrales étaient au départ privées, mais une telle situation empêchait les gouvernements d'avoir recours au seigneuriage. D'ailleurs, dans une économie de marché, l'économie libérale nous enseigne qu'il n'y a pire situation que celle de monopole. Pour que la main invisible puisse bien fonctionner, la concurrence est une condition sine qua non. Puisque c'est ainsi, alors pourquoi cela ne serait-il pas le cas pour la monnaie? D'aucuns avanceront que la monnaie n'est pas un bien comme les autres. Or, les actifs financiers qui ressemblent dans une certaine mesure aux actifs monétaires sont négociés librement sur les marchés financiers et personne ne trouve rien à en redire. De plus, si l'on considère la planète Terre comme un seul pays, alors nous remarquons bien que les banques centrales des pays se font concurrence et chacune essaye d'imposer sa monnaie dans les échanges internationaux. Dans cette logique, l'économiste ultralibéral Friedrich Hayek, et prix Nobel d'économie 1974, préconise la libéralisation de la monnaie en octroyant aux banques privées la possibilité d'émettre chacune sa monnaie privée à l'instar des banques centrales dans l'économie monde. Ainsi, par la magie de la concurrence, les banques privées auront intérêt à contrôler l'inflation dans une logique de stock de valeur, afin que les agents utilisent de plus en plus leur monnaie, et ce dans un but d'avoir le plus de clients possible. Maintenant, intéressons-nous à un dernier point, l'hyperinflation.